Bonjour messieurs, dames. Vous êtes accueillis dans un lieu qui s'appelle le Patronage Laïque et qui est géré par une SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production, une SCOP de clowns. C'est-à-dire que nous sommes une compagnie de clowns issue de l'éducation populaire. Nous étions la troupe amateur du Clou Boucher, la ZUP de Niort, et on est devenu professionnel. Et donc actuellement, nous sommes 8 associés, dont Johanna et Valérie qui sont là, Pascal qui est à la régie. Il manque 2 autres clowns et notre chargé de com. Voilà. Et c'est un lieu qui est utilisé par 40 à 50 utilisateurs par an de tous les secteurs. Ça peut aller des parents d'élèves aux troupes amateurs, aux troupes professionnelles, toutes sortes. Il s'y présente 80 à 90 spectacles par an en général. Et puis à côté de ça, effectivement, on a une activité clown assez forte qui fait qu'on lui a donné un deuxième nom qui s'appelle le Palais mondial des clowns que nous sommes en train de mettre en place. Il y a des formations professionnelles pour clowns, évidemment beaucoup de travail aussi avec des amateurs, des spectacles. Il y a le festival du très grand Conseil mondial des clowns que nous organisons tous les 2 ans qui occasionne ici une caravane de clowns qui y séjourne pendant 1 mois et qui va dans 30 à 50 communes de la région et en dehors. Voilà. Et puis, toute notre activité, nous, les Matapestes, de clowns, de création, d'ateliers, etc. Voilà. Des petits mots, Johanna? Non, c'est bon, Valérie. On est heureux de vous recevoir au Patronage Laïque. Bon. Bonne nation. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance plénière de clôture de ce 6e forum de l'économie sociale et solidaire. Donc on a 1h30 devant nous pour conclure sur le rôle tenu par ce secteur dans la transition écologique et sociale. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais qu'on accueille Marthe Corpé, responsable des affaires publiques et de l'animation de réseau chez ESS France. Marthe, vous avez encadré pendant ces 3 jours les travaux d'une 50aine d'étudiants qui sont en master, qui ont suivi et assisté aux différents échanges et qui ont formulé des propositions qui seront présentées, je pense, aux futurs candidats à la présidentielle. Et donc, on va prendre le temps de faire un focus sur quelques-unes de ces propositions. Je vous laisse la parole, Marthe. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir pour moi d'intervenir. Alors évidemment, la parole que je vais porter n'est pas la mienne, ni celle de SS France en tant que telle. C'est vraiment les travaux, et je voudrais qu'on leur rende leur travail, les travaux d'une 50aine d'étudiants qui sont issus de plusieurs formations, et notamment qui mettent l'économie sociale et solidaire au cœur de leur apprentissage de master. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années et c'est extrêmement satisfaisant de voir aussi que l'ESS intègre les formations du supérieur de plus en plus, forme des nouvelles générations à s'interroger sur l'économie sociale et solidaire. Donc là, en l'occurrence, ce sont 3 formations. La formation qui a structuré ce projet est la formation de master en économie sociale et solidaire et innovation sociale de Sciences Po Bordeaux, avec l'appui de l'IFED et de l'Université de Limoges. Au total, ce sont à peu près 50 étudiants qui ont travaillé pendant 3 jours, surtout hier et avant-hier, qui ont débarqué comme tout le monde à Niort en ne sachant pas exactement ce qu'ils allaient voir, en regardant le programme et en venant dans les ateliers de toutes les tailles, des grandes conférences, des petits ateliers, en interrogeant les animateurs, en leur disant qu'ils allaient récupérer des propositions à l'élection présidentielle, en reformulant des questions ou des propositions qui émergeaient de la salle, et puis en allant voir individuellement des intervenants, des personnalités, des personnes aussi au pif, en leur posant la question, finalement, aujourd'hui, s'il fallait faire de l'ESS un acteur des transitions écologiques et solidaires, comment on ferait et qu'est-ce que vous auriez comme proposition auprès des candidats à l'élection présidentielle ? Ils ont récupéré comme ça, en réalité, une 40aine, 50aine de propositions de nature assez différentes, certaines s'adressant vraiment à la possibilité d'une élection présidentielle, d'autres étant peut-être plus adressées aux acteurs eux-mêmes, à se bouger avant cette élection présidentielle.
Et ils ont travaillé ensuite à la synthèse de ces travaux-là. Je n'aurais pas pu vous en présenter 50. Et ils ont abouti sur une quinzaine de propositions que je vous présenterai dans la seconde partie de cette intervention. Car finalement, les propositions sont évidemment très importantes, mais moi, je voulais insister sur leur rapport d'étonnement dans cette démarche, ce qu'ils ont appris et finalement ce qu'ils souhaitaient aussi un petit peu retransmettre et que moi, je vais retransmettre de mon regard un petit peu extérieur de leurs travaux. La première chose, c'est que cette génération qui a travaillé, évidemment, a retranscrit avec ses propres mots les propositions qui ont émergé et avec une exigence quand même assez forte à ne pas venir pinailler sur la fin de la chaîne, mais à changer en profondeur un certain nombre de choses structurantes dans notre société, à interroger pourquoi, finalement, on reste dans de la norme qui n'est une norme qui n'est ni satisfaisante, ni écologiquement, ni socialement, ni sur la solidarité. Ce que je trouve quand même intéressant là-dessus, ça a été aussi leur rapport d'étonnement de se dire « Mon Dieu, mais ça, c'est donc pas du tout en place. Ça, c'est pas du tout aujourd'hui. » Comment ça se fait qu'on doive demander aujourd'hui plus de financement pour des associations? Comment ça se fait qu'on n'a pas un volume de finances solidaires qui soit satisfaisante? Et finalement, une partie des propositions était de dire mais il faut faire plus et vite, c'est pas normal que l'ESS soit si en retard dans sa valorisation, dans sa place et dans les outils qu'il a à sa disposition. Et peut-être moi, ce qui m'a plus marqué dans ces premiers échanges a été de dire mais en fait, on a quand même une économie sociale et solidaire qui est peu comprise, qui est peu connue. Et heureusement qu'il y a ce forum pour en parler. Mais finalement, on est en train de se battre pour avoir la reconnaissance déjà de qui on est, avant même de réfléchir comment on va se développer. Et une partie des propositions sont d'ailleurs, mais remettons l'ESS là où elle doit être. Il y a eu une plénière hier soir sur la question des plans de relance, qui a abordé la question des plans de relance. 100 milliards de plans de relance pour 1,3 milliard fléchés vers l'ESS. Comment ça se fait ? C'est même pas le poids en nombre d'emplois de l'ESS dans les politiques publiques. Mais même au-delà de ça, pourquoi les citoyens ne font pas de l'ESS une priorité dans leur fonctionnement? Nous, génération d'étudiants, pour nous, c'est évident. Et d'ailleurs, on a choisi de faire ça comme étude parce que pour changer la société dans laquelle on est, on voit bien que le sens dans lequel on doit aller, c'est d'être dans ces masters, c'est de travailler là-dessus et d'aller s'y engager en alternance et dans nos métiers futurs. Mais pourquoi la société ne comprend pas ça? Pourquoi la norme de l'économie n'est pas aujourd'hui une norme plus écologique, plus solidaire, plus sociale? Et quels sont les verrous et pourquoi il y a tant de verrous à faire de l'ESS la norme de l'économie de demain? Voilà leur première interrogation, mais je crois que c'est une question qu'il faut qu'on se pose tous et toutes, qu'on se la pose au quotidien et qu'on se dise qu'on doit agir vers cet objectif, que l'ESS soit une norme de l'économie de demain. Pas qu'elle soit la norme souhaitable dans l'absolu. Il va falloir la dépasser. Mais déjà de se dire que pour premier objectif, il va falloir qu'on construise le chemin pour que l'ESS soit la norme de l'économie de demain. Voilà le premier message que les étudiants ont souhaité faire passer. Et moi, je trouve qu'à la fois, c'est réjouissant, c'est assez rafraîchissant. Et quand on conclut un forum comme ça, on se dit que finalement, le chemin est encore assez long devant nous. Deuxième chose qu'ils ont, sur lequel il y a eu un deuxième rapport d'étonnement, c'est finalement, on ne peut plus se permettre de juste corriger les solutions d'hier. Il faut que nous soyons ambitieux dans le fait de changer les mécanismes en profondeur et aussi de se laisser la liberté d'innover. On a l'impression qu'on est toujours rattaché à un argumentaire ou en tout cas à un rapport au réalisme qui est un réalisme de pragmatisme et qui, par réalisme et pragmatisme, est finalement enfermant. Plutôt qu'accepter qu'on dépasse les cadres, qu'on repousse les murs et qu'on réfléchisse différemment les solutions de demain, bien sûr en les intégrant dans une capacité à faire économiquement, mais que finalement aujourd'hui, on est tellement pris par le fait que c'est extrêmement difficile de changer ne serait-ce que 1 euro dans certaines politiques publiques, que c'est tellement difficile de créer de l'activité, que c'est tellement difficile parce que rien n'est fait pour nous faciliter le travail, que finalement on se restreint dans les propositions qu'on est en mesure de porter à des solutions correctives plutôt qu'à des solutions de transformation. Et ça, je crois que c'est aussi une deuxième réflexion que les étudiants ont eue, c'est de se dire finalement, on doit avoir l'exigence de porter ces solutions de transformation et de ne jamais s'arrêter à des solutions correctives, mais essayer d'aller beaucoup plus loin. Et finalement, c'est pas si simple. C'est pas si simple de penser le monde de demain quand les cadres d'éducation, quand la pensée majoritaire est dominante, quand le monde des médias au sens large, finalement, rabote tout le temps les mêmes idées. Et finalement, c'est pas facile de penser. Et d'ailleurs, ils ont été assez étonnés que quand ils ont posé les questions de qu'est-ce qu'il faut porter pour l'élection présidentielle, la plupart des gens leur ont dit « je sais pas. Je sais pas.
Je ne sais pas ce qu'il faut porter. Il faut changer les choses, il faut secouer. Qu'est-ce qu'il faut porter? Je ne sais pas comment on fait. Cette sensation d'être un peu démunis face à l'avenir, c'est aussi quelque chose qui les ont beaucoup marqués. Et finalement, ils étaient peut-être un peu déçus de l'exercice d'arriver qu'à une quarantaine de propositions, quand en réalité, ils auraient pu aller en chercher 120, voire des centaines et des centaines. L'ESS ne regorge pas finalement tant de facilité à se projeter sur des propositions concrètes et structurantes, alors que quand on regarde ce qu'elle fait au quotidien, elle a énormément d'outils pour justement proposer des choses. Ce décalage-là, cette prise de conscience-là aussi, elle est importante, et je crois que là-dessus, les corps intermédiaires, les fédérations, les dirigeants d'entreprise, les salariés, on a la responsabilité, à mon avis, de porter aussi, d'exiger dans notre intellect, de se dire quelles propositions on formule, comment de nos activités on en émerge de la pensée, et comment cette pensée, elle doit être mise au pot commun et être utile pour tous, pour avancer collectivement. Et puis, dernier élément d'étonnement, ça a été finalement, ils m'ont dit, c'est étonnant parce que nous, on a appris un truc, c'est que l'ESS, c'est pas un secteur. On le sait dans nos formations, l'ESS, ce n'est pas un secteur d'activité. Tout le monde dit l'ESS, le secteur, nous, ça nous choque un peu, parce que l'ESS, c'est plein de secteurs d'activité. Et l'ESS, c'est une forme d'économie, c'est une forme d'entreprendre. C'est une façon de faire, quel que soit le secteur, quelle que soit la production, quel que soit le bien et le service, à laquelle on apporte autre chose. Et finalement, quand on dit que l'ESS est un secteur, c'est un secteur parmi d'autres. Et résultat, on en perd la vocation majoritaire qu'est l'économie sociale et solidaire, à pouvoir transformer l'ensemble de l'économie, quel que soit le bien et le service produit. Et donc, pourquoi est-ce qu'on restreint toujours l'ESS à une sorte de correction des problèmes de la société, plutôt qu'à une proposition d'alternative, mais même plus que d'alternative, parce que l'alternative, ça voudrait dire que c'est utopique ou autre, mais concrètement de transformation de nos conditions et de transformation de l'appareil de production aujourd'hui, de transformation de notre société, point barre. Ça, je trouve que c'est aussi très intéressant, et ils disent dans le verbatim, dans le langage, dans la sémantique, même dans les propositions qu'on a reçues, finalement, on s'est beaucoup interrogé sur cette partie-là. En tout cas, ce qui est assez intéressant, et donc là, je vais rentrer vraiment dans le contenu des propositions, c'est que finalement, quand on veut parler de l'économie sociale et solidaire, on ne sait jamais où vraiment on s'arrête. Et d'ailleurs, ils se sont, dans les synthèses, beaucoup posé la question, mais est-ce que l'ESS peut porter, par exemple, la limitation de la liberté d'installation des médecins? Est-ce qu'on a le droit de porter ça? Est-ce que ça nous concerne, nous, l'économie sociale et solidaire, de se demander s'il ne faudrait pas obliger les médecins en sortie d'études à venir s'installer et à mailler le territoire beaucoup plus fortement? C'est pas si simple, c'est une politique publique, c'est pas directement des acteurs économiques. Est-ce que l'ESS a le droit de porter ça? Est-ce qu'elle a le droit de porter les transports publics et gratuits, partout, gratuité des transports? Est-ce qu'elle a le droit de porter ça? Parce que finalement, ce n'est pas des acteurs privés de l'ESS qui vont le faire, c'est souvent des politiques publiques qui vont mettre en place ça. Donc finalement, où s'arrête le projet politique que l'ESS peut porter? Quelles sont les limites à ce qu'on se pose? Et ça, ils n'ont pas réussi à répondre à cette question. Moi, j'ai mon avis. Peut-être vous allez avoir votre avis, et ça va être aussi une des conclusions. Mais en tout cas, ils n'ont pas réussi à répondre à cette question. À ESS France, on a un peu tranché cette question en portant le projet de la République de l'ESS et en disant que l'ESS doit apprendre à porter du projet politique qui la dépasse. L'ESS, elle ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Elle porte un projet de société et elle organise les citoyens pour porter ce projet de société. Mais les étudiants n'étaient pas complètement convaincus de savoir exactement qu'est-ce qu'ils allaient porter et surtout qu'est-ce qui serait efficace à porter en tant que légitimité sur l'élection présidentielle. Aux conclusions de leurs propositions, on les a regroupées en 3 grandes thématiques: collectivité et politique publique, donc territoire, collectivité et politique publique, financement d'un autre côté, transition de l'autre. En réalité, tout ça est un petit peu factice parce que les propositions s'interchangent et s'alimentent les unes les autres. Donc c'est pas comme ça que je vais vous les présenter. La première chose que je vais vous présenter, c'est le fait, les étudiants ont quand même une conscience du fait que la coopération doit être au cœur de la pensée des propositions que l'on porte. Et la coopération en tant que façon de faire. En tant que façon de faire, par exemple, pour promouvoir de l'habitat participatif pour les personnes âgées, en tant que façon de faire pour trouver des outils et des solutions à travers les SIC et donc favoriser leur système fiscal, etc. Ils ont formulé quelques propositions comme ça. En tant que façon de faire aussi, directement dans l'enseignement, en disant que l'ESS doit être partie constitutive de l'éducation des citoyens et donc des programmes scolaires, et pas une option parmi d'autres ou un projet qui vient se cacher au fin fond d'un cours d'éducation citoyenne, mais vraiment un outil de construction, et pas que dans sa dimension économique, mais aussi dans sa dimension de la capacité d'agir en coopération, agir avec les autres.
Deuxième grande série de propositions, ça a été de se dire il faut accepter de prendre des risques. Accepter de ne pas attendre la bonne solution avec des grandes majuscules, mais expérimenter, faire au quotidien et voir ce que ça donne ensuite, tirer les bilans. Et donc, avançons, territoire zéro chômeur de longue durée, généralisons, avançons. Faisons de l'expérimentation sur le revenu universel. Voilà, ils ont proposé de dire, mais expérimentons, qu'est-ce qu'on attend? C'est pas grave si c'est pas généralisé tout de suite maintenant. Faisons, regardons ce que ça fait, tirons les conclusions et surtout, n'attendons pas pour agir. Troisième grand ensemble, ça a été de dire, quand même, les pouvoirs publics doivent être responsabilisés. Il y a évidemment plein de choses qui se font, mais il faut qu'on aille plus loin. Financer mieux les associations, plus avancer sur les monnaies locales, faire en sorte qu'il y ait des transports publics gratuits partout, dans toutes les villes, pour réduire l'utilisation des transports individuels, etc., etc. Responsabiliser l'État, avancer, faire des pouvoirs publics un vrai choix, finalement, d'orientation, comme un contrat social. Les pouvoirs publics sont quand même issus du contrat social. Que ce contrat social fasse le choix du pari de l'économie sociale et solidaire et qu'on avance. Interroger aussi, pas que l'État, et ça, je trouve ça quand même intéressant, mais aussi donner les outils aux citoyens, aux acteurs, de se responsabiliser dans ce sens-là. Et ils l'ont mis quand même dans l'élection présidentielle, en écartant ce qui relevait d'une simple responsabilité d'acteur, mais en disant « et si demain on faisait un chèque à la consommation pour les différents citoyens, qui soit obligé d'être un chèque pour l'économie sociale et solidaire ?» Un peu sur le format de quand on a créé les chèques déjeuner, en se disant finalement, on va obliger entre choisir une tomate chez Auchan ou le choisir dans une SCOP ou dans une coopérative agricole à côté de chez nous, et finalement, le chèque il permettra d'acheter ça dans la coopérative. Voilà ce qu'ils ont dit concrètement en disant, bon, quand même, l'ESS doit porter aussi la réduction de la consommation, donc il ne faudrait pas que ce soit contradictoire, mais finalement, déjà de la consommation primaire, faisons en sorte qu'elle passe dans l'économie sociale et solidaire. Et puis, dernière chose, sur les questions de transition, repenser les cadres, repenser les normes, ne pas se satisfaire de ce qui est déjà en place. Ils sont beaucoup interrogés sans savoir exactement où aller sur la question de la taxe carbone et des taxes sur les produits polluants. En se disant, en fait, on ne comprend rien, on ne sait pas comment ça peut évoluer. C'est revenu dans plein de tables rondes, mais finalement, il faut peut-être qu'on se redonne les moyens de la démocratie sur ces enjeux-là et qu'on repose nos objectifs communs au fait d'avoir une fiscalité qui soit plus juste, mais une fiscalité au sens large. Et comment? Eh bien, on n'est pas que dans une logique de taxation-réparation, mais on est dans une logique de transformation des activités. Et dernière chose, faire de l'ESS notre socle commun d'accession à la citoyenneté dans les programmes scolaires, mais en fait de manière assez générale dans l'intégration, dans la formation professionnelle et continue de l'économie sociale et solidaire à toutes les étapes de la vie. Tout ça pour vous dire que je crois que la route est encore un peu longue. Nous allons, nous, côté ESS France, retravailler sur ces propositions. Ils vont finaliser un document qui les remet toutes en ligne et vous pourrez les retrouver, qui seront envoyés à la CRES Nouvelle-Aquitaine. Mais en tout cas, je crois qu'ils avaient tous beaucoup d'espoir à la sortie de ce travail-là en se disant que finalement, le plaidoyer, ce n'était pas un travail de certains professionnels qui vont porter la question, mais qu'on peut tous faire du plaidoyer parce que dans ces étudiants-là, la plupart n'iront pas sur des métiers de plaidoyer, ils iront sur des métiers de développement, ils vont créer des entreprises. Mais par contre, là, ils sont tous devenus responsables plaidoyer. Et finalement, le plaidoyer appartient à tout le monde. Tout le monde est capable de formuler des propositions. Donc, mettons-nous en route. Il y a plein de choses qui s'ouvrent. Quand se finit ce forum, va s'ouvrir le mois de l'ESS, etc., etc. On a de quoi faire entendre la voix de l'économie sociale et solidaire et on est tous responsables là-dedans. Merci pour ce dynamique et rafraîchissante intervention. C'était passionnant. Enfin, je trouve. Alors, je précise, les étudiants sont repartis hier soir. C'est pour ça que tu as pris la parole en leur nom. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Et c'est très stimulant. Je pense qu'on va revenir sur certaines des propositions qui ont été faites au cours de cette conversation. Donc maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés 4 intervenants au profil varié qui vont nous aider justement à répondre à cette question que posait Mar de où est l'ESS dans les questions de transition écologique. Et donc tous les 4, vous allez nous aider à comprendre un petit peu quels sont ces atouts en la matière. Donc pour vous les présenter rapidement, tout de suite à ma gauche, Camille Dorival, que vous devez connaître parce qu'elle a passé de longues années en tant que journaliste au sein d'Alternative économique. Maintenant, vous êtes consultante, toujours journaliste et autrice d'un ouvrage qui a été publié aujourd'hui ou hier au Petit Matin et justement qui aborde ces questions du rôle de l'ESS dans la transition. Ça s'appelle La transition écologique ici et maintenant. À vos côtés, Rémi Roux, cofondateur et gérant de la SCOP Éthicable, que vous connaissez tous, j'en suis sûre.
Voilà, chocolat, le thé, café. Gabrielle Paoli de la coopérative Oasis, voilà, qui vous parlera tout à l'heure de sa coopérative, de ce qu'elle observe sur les territoires, notamment sur les questions d'écolieux. Et enfin, Vincent Bretagnol, chercheur au CNRS, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de Chizé, en biologie des écosystèmes, qui travaille beaucoup sur la façon dont on peut réconcilier agriculture et environnement, mais pas que. Donc voilà, alors on a en théorie 3 bons quarts d'heure devant nous. On a commencé un peu en retard, je vais essayer de tenir les temps pour aborder tous ces sujets. Et je voulais commencer avec Camille Dorival pour qu'elle nous partage un peu le fruit de son expérience, de ses observations. Je suis sûre que ce qui a été dit avec Marthe a dû aussi t'inspirer. Et puis qu'on revienne un petit peu sur les grands enjeux d'aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Je voulais commencer en faisant un rappel. C'est il y a 2 grandes menaces actuellement pour l'humanité qui sont vraiment les grands défis, les grands enjeux qu'on a à régler aujourd'hui et qu'on aura à régler demain. D'une part, le réchauffement du climat, qui correspond à un réchauffement de la température moyenne sur Terre et qui est clairement lié à l'excès d'émissions de gaz à effet de serre dû à l'activité humaine. Alors, vous savez qu'en 2015, la COP21 avait eu pour ambition de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. En 2021, le rapport du GIEC, qui n'est pas encore paru totalement, mais en tout cas les premières pages qui sont parues, dit clairement qu'on est sur une tendance largement supérieure à cet objectif et que même si on arrivait à se limiter à 1,5 degré, ce serait une catastrophe majeure pour la planète et notamment pour les humains qui les habitent, avec la multiplication des catastrophes climatiques violentes et donc forcément une explosion du nombre de réfugiés climatiques, une hausse du niveau des mers qui aboutirait à la submersion totale de certaines terres, la disparition des récifs coralliens dont dépend une grosse partie de l'activité de beaucoup d'humains et de l'alimentation de beaucoup d'humains, le développement des famines, etc. Donc ça, c'est évidemment un enjeu majeur. Et puis le deuxième enjeu majeur, c'est un enjeu qui est lié, évidemment, mais c'est la perte de la biodiversité, dont on parle moins que le réchauffement climatique, mais qui est aussi un enjeu essentiel et qui est là aussi lié à l'activité humaine, notamment avec la déforestation, la bétonisation des sols, etc., qui aboutit à une disparition progressive des espèces végétales et animales dont on dépend largement et qui occasionne des gros risques alimentaires pour les humains, notamment parce que l'alimentation dépend beaucoup d'un phénomène naturel qui est la pollinisation. Avec la disparition des insectes, ce phénomène naturel disparaît lui aussi. Le développement, la perte de biodiversité aboutit aussi à un développement des maladies qu'on appelle les zoonoses, dont le Covid est un des exemples, qui sont des maladies transmises par les animaux et qui sont clairement liées au fait que les animaux rapprochent leurs habitats de ceux des hommes parce que les forêts disparaissent. Et puis, cette perte de biodiversité, elle a évidemment une conséquence aussi sur le climat, puisqu'il y a moins d'absorption de CO2 par les végétaux, aussi bien sur la Terre que sur les océans. Voilà, donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de revoir totalement nos modes de production et nos modes de consommation, à la fois pour limiter le réchauffement climatique, mais aussi pour faire renaître la biodiversité. Et ce qui est important, c'est que la transition écologique, évidemment, elle se fait par le haut, elle se fait par les politiques publiques, mais elle se fait aussi par le bas et sur le terrain. Et de fait, une grosse partie des acteurs de terrain qui travaillent sur la transition écologique, ce sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire, pour des raisons assez évidentes.
de partage des valeurs entre l'ESS et la transition écologique. Le premier point commun entre l'ESS et la transition écologique, c'est que l'ESS est fondé par nature sur une prise en compte du temps long. On est dans l'ESS, on n'a pas cette préoccupation de rémunérer des actionnaires sur le court terme. Et au contraire, on a la préoccupation de veiller au bien-être des communautés à la fois immédiatement et sur le long terme. La lucrativité est nulle ou limitée, comme vous le savez, dans l'ESS, et l'essentiel des bénéfices qui sont dus à l'activité économique sont réinvestis dans des projets futurs pour soutenir des projets d'intérêt général. Et de la même manière, par nature, la démarche de transition écologique, elle implique de s'inscrire dans le temps long. Donc ça, c'est un premier point commun entre les deux qui explique pourquoi les acteurs de l'ESS sont aussi impliqués dans la transition écologique. Le deuxième point commun, c'est que l'ESS a une culture très forte de l'expérimentation depuis toujours, depuis très longtemps. Elle a été pionnière dans beaucoup de domaines, qu'il s'agisse d'ailleurs si on remonte à des décennies, de la complémentaire santé avec les premières mutuelles de santé, mais aussi l'insertion par l'activité économique qui a été vraiment pionnière à l'époque où le chômage de masse s'est développé. L'économie circulaire qui a été vraiment portée par des acteurs de l'ESS au départ, notamment par Emmaüs, avant même qu'on connaisse la notion d'économie circulaire et qu'on ait conscience que ça participe de la transition écologique. Et puis l'ESS a été aussi très pionnière dans le développement de l'agriculture biologique. Donc, de manière générale, les acteurs de l'ESS n'ont pas peur d'inventer, d'innover, de tester, de se remettre en question, d'essayer des choses, de recommencer s'il le faut. Et ça, c'est une démarche qui est essentielle en matière de transition écologique parce qu'on n'a pas les réponses à tout et qu'il faut tester des choses pour voir ce qui marche et pouvoir ensuite dupliquer ce qui fonctionne. Et puis la troisième caractéristique de l'ESS, c'est qu'elle est naturellement ancrée dans les territoires. Elle s'investit sur un territoire, elle connaît les communautés pour lesquelles elle agit, les réalités du terrain, etc. Et de la même matière, c'est essentiel pour la transition écologique qu'on puisse agir sur le terrain, que ce ne soit pas que de une politique non ancrée sur les territoires, mais qu'au contraire, il y ait des acteurs de le terrain qui agissent au plus près des réalités des territoires. Et donc, tous ces facteurs-là ont évidemment conduit un grand nombre d'acteurs de l'ESS, de manière pas forcément concertée, mais à s'investir sur les questions de transition écologique. Et dans tous les domaines de la transition écologique, je vais vous citer quelques acteurs qui sont peut-être un petit peu emblématiques, mais il y en a plein d'autres en réalité. L'ESS intervient notamment en matière de protection de la biodiversité. On peut citer... alors il y a évidemment plein d'associations qui agissent pour l'environnement, mais il y a aussi la coopérative Espace, par exemple, qui est basée en région parisienne et qui utilise l'agriculture urbaine comme support d'insertion. Vous avez la fondation Surfrider, par exemple, qui intervient pour nettoyer les océans et protéger les océans. Deuxième grande thématique, l'alimentation et l'agriculture soutenable. Là, on peut citer des structures comme le réseau Cocagne, Terre de Liens, Biocop, etc. Troisième grande thématique de la transition écologique, les mobilités durables. Donc là, vous avez évidemment le modèle RICOP, le modèle Mobicop, mais il y en a plein d'autres. Il y a Cities aussi, enfin voilà, il y en a plein d'autres. Dans les énergies renouvelables, il y a évidemment Enercop, il y a aussi tout le mouvement énergie partagée qui regroupe des initiatives citoyennes de production d'énergie renouvelable. Vous avez tout le domaine de l'économie circulaire, avec évidemment Emmaüs, mais aussi la fédération Envie, qui est leader sur le marché national du réemploi et du recyclage des appareils électroménagers. Il y a une association comme Rejouer aussi qui recycle
des jouets pour les revendre à bas prix à des crèches ou à des collectivités. Et puis le logement et le bâtiment durable avec, par exemple, les compagnons bâtisseurs, mais il y en a plein d'autres. Donc il y a une vraie légitimité de l'ESS à intervenir sur tous ces secteurs de la transition écologique. Je crois qu'il y a aussi une opportunité à saisir pour ces acteurs-là, même si je ne pense pas qu'ils résonnent de cette manière-là, mais en tout cas, il y a une vraie progression de la conscience écologique depuis une dizaine d'années qui a été assez largement accélérée par le Covid. C'est un des effets bénéfiques du Covid, mais voilà, en tout cas, je crois qu'il y a vraiment plein de choses à inventer en matière de transition écologique par les acteurs de l'ESS. Je voudrais juste terminer en soulignant quand même que même si certains acteurs de l'ESS et de nombreux acteurs de l'ESS sont à la pointe de la transition écologique et en ont fait leur cœur de métier, la réalité, c'est aussi que les enjeux environnementaux ne sont pas encore assez pris au sérieux par l'ensemble des acteurs de l'ESS. Et que clairement, il y a un certain nombre de structures qui n'ont pas encore pris la dimension de l'importance de cet enjeu environnemental et du lien avec les questions de solidarité. Je crois qu'il y a beaucoup de structures de l'ESS qui sont à la traîne sur les questions environnementales, qui voient ça vraiment comme une contrainte, avec des départements RSE qui existent dans les grosses structures de l'ESS, mais qui sont pas toujours, qui correspondent pas toujours à des engagements réels et sincères en tout cas. Et je crois que ça, c'est une vraie erreur politique, parce qu'il y a un vrai risque d'incompréhension et de dissonance cognitive à la fois pour les salariés en interne, mais aussi pour les clients de ces structures-là, avec l'idée que voilà, cette structure dit incarner des valeurs de solidarité et pourtant elle ne se préoccupe pas des enjeux environnementaux qui pourtant menacent l'humanité et donc posent une question majeure de problématique de solidarité avec les générations futures. Donc je crois qu'il faut vraiment que l'ESS progresse là-dessus et se remette en question sur ce sujet. Je sais que ESS France notamment a saisi le sujet à bras-le-corps et essaye de faire avancer les choses. Mais je crois vraiment que les entreprises de l'ESS, toutes les entreprises de l'ESS, quelle que soit leur taille, doivent par exemple se préoccuper de leur bilan carbone. Ce n'est pas toujours le cas. Et se saisir de ces enjeux pour réaffirmer les valeurs de l'ESS, parce que je crois vraiment que les valeurs de la transition écologique, elles sont complètement, elles correspondent totalement aux valeurs profondes de l'ESS pour lesquelles on agit tous au quotidien. Merci Camille pour ce point très clair. Je pense que le raisonnement est assez logique et je vous invite à lire son ouvrage qui revient en profondeur sur tout ça. Et je pense qu'en effet, il y a des questions qui se posent que moi-même, je n'avais pas forcément posées de cette manière-là. Donc, il y a encore un champ qui est ouvert et Marthe l'a rappelé aussi en introduction. Vous le disiez, il y a le rapport du GIEC, il y a les rapports de l'IPBES. On sait qu'il y a une extinction du vivant aujourd'hui et c'est un sujet dont on commence à parler depuis 2 ans. Le vivant est vraiment devenu le sujet dont on parle beaucoup. C'est votre matière première, Vincent Bretagnol, en tant que directeur de recherche au CNRS. Vous êtes basé à Chizé. Votre laboratoire est situé là-bas depuis 1994, donc sur la zone atelier Plaine et Val-de-Sèvres, donc dans le département des Deux-Sèvres. Et je pense que votre travail est un peu méconnu, mais il mérite justement à être connu parce que votre matière première, c'est justement cette question de biodiversité, de nature. Vos recherches portent sur l'analyse et la promotion des services écologiques rendus par la biodiversité, donc des services qui sont autant économiques que socio-culturels. Et je voulais qu'on prenne le temps maintenant que vous nous expliquiez un petit peu votre démarche, votre travail, comment il s'est goupillé, je veux dire, comment il s'est agencé dans le temps et comment en fait on rejoint ici des valeurs qui sont celles de l'économie sociale et solidaire. Ouais. Ben, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré d'être invité à un forum sur l'ESS et la RSE. Parce qu'en fait, effectivement, on travaille avec des agriculteurs qui ne sont pas forcément les entreprises les plus impliquées dans ces problématiques, en tout cas de manière ostensible. J'aimerais, avant de décrire un petit peu le projet, enfin, dans mon intervention, je finirai par sa description, mais j'aimerais développer 3 ou 4 thèmes. En fait. Le premier qui concerne la biodiversité, vous en avez parlé, je vais revenir là-dessus parce que c'est un point qui me paraît très important.
Je voudrais ensuite parler de la nature dans l'ESS, parce que c'est peut-être quelque part un peu le parent oublié. On peut être aussi solidaire avec les gens, solidaire avec les générations, mais on peut être aussi solidaire avec la nature. Et donc j'aimerais aborder cet aspect-là. Je voudrais aussi parler de transformation en alternative à la transition. Et puis, pour finir, et ça sera lié avec la transformation, le rôle de la recherche. Évidemment, la recherche n'est pas forcément une ESS, encore que. Mais je pense que pour ces transformations, ces transitions que beaucoup appellent de leur vœu, on a un besoin indispensable de la recherche. Et en tout cas, j'essaierai de défendre de cette chapelle, si on peut appeler ça une chapelle. Alors, je commence par la biodiversité parce que c'est assez amusant, en fait, dans les enjeux environnementaux, quand on les présente. Alors, le nombre des défis environnementaux est très variable selon la personne qui en parle. Il y en a un qui revient toujours, c'est le défi climatique. Le défi autour de la biodiversité apparaît parfois, mais pas systématiquement. Puis il y en a éventuellement d'autres autour de l'énergie, de l'eau, d'autres ressources. Mais ce qui me trouble toujours dans cette affaire-là, c'est que quand la biodiversité apparaît comme un défi, elle apparaît toujours en deuxième, jamais en premier, et bien souvent comme une conséquence du défi climatique. Et je pense que c'est en fait fondamentalement faux. Et donc je vais peut-être être un petit peu caricatural, mais je pense qu'en réalité, l'enjeu numéro 1, c'est la biodiversité. Ce n'est pas le changement climatique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu au niveau du changement climatique. Il est juste après en termes d'importance et de magnitude. Pourquoi ? Parce que pour plein de raisons, en fait. La première, c'est que imaginer qu'on résolve, on peut imaginer plein de solutions, même si elles ne sont pas mises en place, qui résolvent la problématique du changement climatique sans que vous ne changiez rien à la crise de la biodiversité, voire même que vous l'aggraviez. Donc il n'y a pas de lien de causalité, en fait. Le changement climatique n'est pas à l'origine du déclin de la biodiversité aujourd'hui. C'est d'autres aspects. Donc résoudre le changement climatique, dans la plupart des solutions qui sont proposées, ne changera rien à la crise de la biodiversité, voire va l'empirer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le changement climatique, il est à venir. On commence à en voir les premiers effets, mais il est pour l'essentiel à venir. La crise de la biodiversité, je dirais presque qu'elle est passée. On est dedans. On a déjà perdu 80% des insectes en Europe, on a déjà perdu 80% des vertébrés, 96% des mammifères à l'échelle de la planète, et ça date d'il y a plusieurs siècles. Donc on est déjà largement dedans. La troisième raison pour laquelle la biodiversité est devant, c'est que justement par rapport aux solutions à apporter au changement climatique, en fait, la seule solution dont on dispose aujourd'hui qui soit viable et durable, c'est la biodiversité. Je rappelle quand même assez fréquemment que la seule machine capable de capturer du gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est la nature, c'est la photosynthèse. On n'en a aujourd'hui aucune autre, strictement aucune. Il y a éventuellement des études, on développera peut-être des technologies qui vont être ultra coûteuses. La nature, c'est gratuit et ça capture le CO2 de l'atmosphère. Donc en détruisant la nature, on est en train de détruire nos propres solutions au changement climatique et à l'aggraver. Donc voilà, plein de raisons. Je ne vais pas m'étendre très longuement là-dessus, mais je pense que ça serait vraiment important dans le monde de l'entreprise, comme dans le monde des médias ou dans le monde des politiques, de bien comprendre que l'enjeu biodiversité n'est pas seulement un enjeu secondaire ou dérivé du changement climatique, c'est même pas un enjeu aussi important. C'est à mon sens l'enjeu le plus important aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, par rapport à la nature, puisque je parle de la biodiversité et de la nature de manière un peu interchangeable, je voudrais évoquer l'idée des solidarités qu'on pourrait développer avec la nature dans le cadre de solutions, justement. C'est un peu ce qu'on appelle... Enfin, il y a le concept des solutions fondées sur la nature pour résoudre plein de problèmes, j'en ai cité par rapport au changement climatique, mais il y a plein d'autres aspects. Mais en fait, il faut voir... je ne sais pas si vous connaissez ou êtes familier avec le concept de Gaïa, qui a été développé il y a quelques décennies maintenant par Lovelock, qui est intéressant en fait, qui pose la question des solidarités dans le monde de la nature. C'est les organismes en fait qui quelque part par leur activité de respiration, de métabolisme ou de sédimentation ont façonné la géologie, y compris même la tectonique des plaques, la géologie de la Terre, le fonctionnement du climat. La stabilité du climat provient en grande partie, voire en totalité, de l'activité de la vie. Et donc ce concept de solidarité ou de coopération dans la nature,
il existe de manière ultra prégnante. On a l'impression de découvrir dans le monde de l'entreprise qu'on a besoin qu'il y ait des cycles, qu'on recycle les déchets. La nature ne fait que ça. Toute la machinerie à l'échelle de la Terre, de la vie, et c'est le concept de Gaïa, c'est justement, entre autres, de recycler l'ensemble des matériaux à des échelles de temps parfois géologiques. Donc cette notion de solidarité, de coopération qui existe dans la nature, je pense qu'il serait très utile et très intéressant de la développer aussi au niveau, par exemple, de l'ESS, puisque solidarité est carrément dans la terminologie. J'invite quelque part à ceux qui sont ici à réfléchir comment étendre ce concept de solidarité, d'interdépendance au-delà des humains et y inclure la biodiversité, la nature et notre planète, en fait. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est par rapport à la transition, transformation et recherche, en fait. Et ça va m'amener à vous parler du programme qu'on mène. En fait, on entend beaucoup parler le monde politique ou les médias. Alors quand on retrace un peu l'histoire des dernières décennies, on a d'abord parlé d'adaptation, puis de résilience. Aujourd'hui, on est plutôt sur la transition. Je pense que c'est des terminologies qui avaient peut-être leur raison d'être dans les années 70, 80, 90. Aujourd'hui, je crains qu'on n'en soit plus du tout là. Notre horizon de tir, je ne veux pas être alarmiste, enfin, ma conviction personnelle, c'est qu'on a quelques années devant nous. Donc, je ne crois pas tellement à la transition. Ça va être plus brutal que ça. Donc, je pense que ça s'apparente plus à la transformation qu'à la transition, d'autant plus que on va pas pouvoir y aller par petits bouts. Là, c'est des changements systémiques qui sont nécessaires aujourd'hui, qui touchent certes à l'économie, à la politique, à la sociologie, à l'écologie aussi, dans le sens solution fondée sur la nature, solidarité avec la nature. C'est des changements de modèle complets, vraiment complets, du système social, mais pour moi, plutôt ce qu'on appelle le socio-écosystème, c'est-à-dire l'interface entre le système social et les écosystèmes. Et j'en reviens à cette idée d'intégrer la nature dans ces réflexions. Donc, c'est une transformation profonde, à la fois de nos activités, de nos actions, mais même de notre manière de voir le monde. Voilà, c'est ça qui est devant nous. Et je pense que alors, c'est très bien que ESS France, plein de gens se préoccupent de ces questions, mais j'aurais presque envie de vous dire, ne nous trompons pas de diagnostic et ne croyons surtout pas que c'est juste une affaire d'humains, entre générations, ou d'humains et de leur économie. Ça va aussi avec la nature. Et donc, dans notre projet, j'en viens maintenant à ce qu'on réalise donc, tout près d'ici. Notre zone atelier, elle commence aux portes de Niort. C'est un grand territoire qui fait presque 500 km² qu'on anime avec Sabrina Gaba, qui est présente, qui est chercheur à l'INRA. Et en fait, c'est un territoire qui est une sorte de laboratoire à ciel ouvert. Il y a 35 000 habitants sur ces 500 km². Il y a à peu près 400 exploitations agricoles. Et notre objectif, c'est de transformer ce territoire. Mais transformer, c'est-à-dire transformer l'agriculture et les agriculteurs, transformer les citoyens, transformer leur alimentation, transformer leur rapport à la nature, transformer leur rapport à la santé et transformer l'écosystème aussi de manière plus durable et plus viable. Alors, comment on fait ça? Ça a l'air ultra ambitieux, c'est très ambitieux. On est en train d'essayer de le faire. Personne ne le fait ailleurs. On essaye de comprendre par quel mécanisme on peut enclencher ou déclencher ces transformations, ces trajectoires de transformation au niveau des agriculteurs, au niveau des habitants, au niveau des collectivités aussi, au niveau des politiques publiques. Ça se passe à travers des expérimentations qu'on réalise. On fait beaucoup d'expérimentations avec les agriculteurs pour les engager dans la transition ou la transformation agroécologique. On a notamment démontré au cours des dernières années qu'un agriculteur gagne plus d'argent avec des abeilles qu'avec de l'agrochimie. Mais on l'a démontré dans les champs. Ce n'est pas ni une idée ni un modèle théorique. On a réalisé des centaines d'expérimentations sur des centaines de parcelles et on démontre qu'un agriculteur gagne 100 à 150 € de plus par hectare de colza en utilisant les abeilles qu'en utilisant de l'azote ou des pesticides. Donc voilà. Mais malgré ça, comme quoi ce n'est pas si simple, et je parle vraiment de transformation systémique, les agriculteurs qui réalisent ces expérimentations avec nous, parce que c'est eux qui les mettent en place en fait, on les accompagne, ces agriculteurs même qui voient de leurs propres yeux ces résultats,
n'enclenchent pas au niveau de leur propre exploitation cette transition. Donc ça veut dire que... Et pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'il y a plein d'autres freins. Ce n'est pas juste une question d'économie, ce n'est pas juste une question de revenus et de bénéfices, ça va bien au-delà, ça pose des problèmes de filière, les coopératives, de transformation alimentaire, ça pose aussi des questions au niveau des citoyens. C'est pour ça que ces dernières années, depuis 3 ans, 4 ans maintenant, on embarque les citoyens, les habitants des villages dans ce projet de recherche parce qu'on a l'ambition de transformer leur alimentation. C'est ça qui pèsera finalement sur la transition agricole. En tout cas, c'est le pari qu'on fait. Et donc, on a toute une animation auprès des différents villages de cette zone autour des changements d'alimentation, autour de la réduction du gaspillage alimentaire, autour des jardins partagés. Voilà. Alors, je vois le temps qui file et on pourrait vous écouter pendant des heures. Vincent, vous venez de publier un ouvrage, je ne sais pas si vous pouvez nous le montrer, mais avec les éditions du CNRS. Je fais comme tout le monde ici, voilà, apparemment. J'en ai un aussi. Non, c'est important parce qu'en fait, ça retrace vraiment. Si vous ne connaissez pas cette démarche élaborée sur le laboratoire de Chizé, je vous invite à vous y pencher parce qu'en partant des questions de biodiversité, de protection des oiseaux, Vincent a été amené justement à travailler et avec les agriculteurs et avec les chasseurs et à vraiment faire de la coopération avec des publics qui ne sont pas forcément convaincus de ces urgences-là. Et donc, ça pose des questions très politiques. Et ce que disaient les étudiants tout à l'heure, c'est pareil. En fait, on doit l'incarner. On doit faire du plaidoyer quotidiennement dans les postures qu'on occupe. Mais du coup, on fait comment? Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette démarche et qui replace justement ces questions de biosphère au centre aussi des valeurs. Mais je voulais faire réagir Rémi Roux, donc gérant de la SCOP Éthicable. Moi, j'ai publié un truc... qui grignote aussi, mais parce que voilà, on parlait justement des agriculteurs, de la difficulté parfois, on leur prouve que ça fonctionne, de mieux prendre en compte ces aspects de biodiversité, que ça coûte moins à la nature et à l'économie. Je suis en train de... Et vous, avec votre scope, vous travaillez avec un certain nombre d'acteurs sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe? Oui, alors bonjour. C'est vrai que j'étais venu intervenir et là je suis un peu sur le cul parce que j'apprends plein de trucs et c'est vrai que moi je me bats pour le dérèglement climatique et je réalise qu'effectivement la perte de la biodiversité est voire plus importante et en amont. Ce qui me rassure, c'est ce que nous faisons nous chez Éthicable, ça va dans le bon sens dans les deux cas, donc ouf. Mais alors nous, en résumé, nous on est une SCOP, Éthicable, on s'est créé il y a 18 ans. Je suis super content d'être à Niort, dans le berceau, dans un des grands berceaux de l'économie sociale et solidaire, de voir qu'il y a plein de gens de SCOP ici. Il y a Fernando, le président des SCOP de Poitou-Charentes, Stéphane, des SCOP d'Ancienne Aquitaine, et puis les gens de la SCOP des clowns qui nous accueillent aussi, merci. Nous, on s'est créé sur un projet de commerce équitable, c'est-à-dire de remettre l'être humain et son travail au centre des valeurs. C'est exactement c'est ça, l'économie sociale et solidaire, de dire le producteur le petit producteur dans les pays du Sud, c'est pas lui qui est maître de son destin, ce sont les marchés qui font les prix. Donc on achète en direct à un prix plus juste sur le long terme, etc. Et s'accompagne avec ça d'un retour à une agriculture normale. L'agriculture normale, c'est bio. Il y a eu 10 000 ans d'agriculture bio. Depuis 70 ans, on a viré sur du chimique avec un gros mensonge. C'était après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait sortir des restrictions, des pénuries, tout ça. Donc on a dit qu'il faut nourrir la planète. Et les acteurs à l'époque de l'industrie agroalimentaire ont traduit ça par il faut qu'on fasse du profit sur cette mission qui nous est confiée de nourrir la planète. Donc, un agriculteur bio, c'est nul, on ne peut rien lui vendre. Il garde ses semences, il fait son purin d'ortie, il fait son compost. Donc, on va dire un grand constat, on va dire on ne va pas pouvoir nourrir la planète en bio. Bon, ça, c'est un vrai mensonge. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. On peut produire autant ou plus en bio. Moi, j'ai des exemples. Le café au Honduras, 15% dans nos coopératives bio-équitables avec qui on travaille, la production a été 15% au-dessus l'année dernière de la production nationale au Honduras en chimique. Voilà. Simplement, c'est une agriculture qui est autrement, qui serait créatrice de plus d'emplois. Bon, c'est pas comme si on avait un problème d'emploi en France, mais non, on veut continuer à promouvoir cette agriculture qui est destructrice. L'agriculture, l'élevage intensif, c'est 1/3 du réchauffement climatique. Et donc, en gros, donc ça, on pourrait l'éviter en revenant à une agriculture normale, en faisant effectivement
de l'agroforesterie, et c'est ce qu'on fait, nous, avec les producteurs au sud, avec l'agroforesterie tropicale. Les plants de café, les plants de cacao, ils sont sous les grands arbres dans la forêt amazonienne. Quand on marche dans la forêt, ça fait scrunch, quoi. C'est l'humus des grands arbres qui fertilisent, etc. Pas besoin d'arroser, les cacaoyers ne sont pas en plein soleil, etc. Donc c'est une agriculture qui préserve. On a, par rapport à ça, par rapport à votre, je n'étais pas au courant de votre test ici, nous on a développé aussi une démarche qui s'appelle Paysans d'ici, qui est une gamme de produits en commerce équitable et agriculture traditionnelle, familiale et bio, évidemment, en France aussi, pour des producteurs. Voilà. Donc nous, on est un acteur du commerce équitable au départ, mais en même temps, il se trouve que du coup, on promouvoit une agriculture traditionnelle familiale qui, elle, participe plutôt au maintien de la biodiversité. C'est ça que j'ai appris aujourd'hui, voilà, puisqu'il n'y a pas évidemment pas de produits chimiques, pas de pesticides, etc. Il y a des traitements, mais en bio, voilà. Et en même temps, j'ai envie de rebondir là-dessus, mais tout à l'heure, la question qui se posait avec Marthe, c'était comment faire de l'ESS une norme pour l'économie de demain. Et vous avez cette approche-là et vous êtes vendu en circuit. Oui, alors nous, on a fait le choix quand on s'est créé il y a 18 ans, soit on allait en magasin bio spécialisé, mais il y avait déjà nos frères de combat, Solidarmonde, enfin, des gens artisans du monde, etc. Donc, je veux dire, il n'y avait pas d'intérêt. Soit on a dit, on a fait le choix d'aller en grande distribution, d'essayer de travailler. Nous, on est un peu, on est le verre dans le fruit, quoi, si vous voulez. Nous, quand on est arrivé en grande distribution à 18 ans, on avait on avait un petit endroit. Aujourd'hui, il y a des hypermarchés. Maintenant, vous rentrez, vous avez une allée centrale de bio, de commerce équitable. Vous avez l'impression d'être chez Biocop. Donc voilà, nous l'idée c'est de transformer effectivement la société, de la transformer de l'intérieur. Donc on est effectivement un acteur de l'agro-industrie, mais tout en étant en scope. Hein. Donc on est aujourd'hui le 4e acteur du rayon bio aujourd'hui en France. On représente 2% du marché du chocolat en France et 25% du chocolat bio. Donc voilà, l'idée c'était de montrer qu'on peut faire autrement et que ça fonctionne avec 0 budget publicitaire depuis 18 ans. Notre publicité sur nos produits, c'est pour ça que je les montre tout le temps. Désolé, hein, et comme c'est gratos. Et voilà, donc c'était juste montrer qu'on peut faire autrement. Et là où je vais rejoindre, le seul truc sur lequel j'étais pas d'accord avec ce que tu as dit, Vincent, c'était que tu disais c'est pas une question de profit quand l'agriculteur il veut, même s'il voit, il se transforme pas complètement, parce que il y a tout le système, mais c'est tout le système qui est basé sur le profit. C'est ça le problème, c'est que c'est la coopérative qui est basée sur le profit. C'est tout, et c'est ça qu'il faut absolument qu'on change, parce que le profit, c'est ce qu'a dit Camille, c'est court terme. Vous avez déjà vu un banquier qui vous dit ah, j'ai un super investissement, ça va rapporter dans 50 ans. Ah ben non, ça n'existe pas, ça. Ça, c'était le grand-père quand il plantait un arbre pour faire de l'ombre à ses petits-enfants. Et l'écologie, c'est long terme, et le profit, c'est court terme. Basta. Donc, il faut qu'on développe l'économie sociale et solidaire, puisque nous, on est basé sur, on veut pérenniser l'outil, on ne va pas prendre des décisions qui vont en priorité permettre de faire du profit à court terme. On va essayer de pérenniser, nous, que la scope est équitable, elle existe encore dans 50 ans. Donc, par exemple, nous, on est donc un acteur du marché du chocolat, du marché du café. En grande distribution, le marché du café, 40% de ce marché, ce sont les capsules à la con, là. Vous savez, une grosse boîte qu'on connaît avec un acteur. Et ça pourrit complètement l'écologie à cause de cet emballage qui ne sert à rien en aluminium. C'est 40% de marché. Ben, nous, chez Équitable, on n'y va pas. On s'en fout. On ne va pas aller sur un marché qui pourrit la planète, qui entube les consommateurs, parce qu'en plus, vos capsules, vous les achetez à 40 centimes d'euros. Alors que si vous achetez notre café bio-équitable, vous allez payer 15 en grains, vous vous mettez dans une machine et vous allez payer 15 centimes votre tasse. Alors que les producteurs auront eu le double. Nous, on paye le double aux producteurs par rapport à Nespresso. Je veux dire que ça n'a aucun sens. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des structures de l'ESS qui vont recycler vos machines Nespresso et vous allez vous racheter une machine à grains. Et puis hop, on passe à autre chose. Et voilà, nous on essaye de montrer ça. Voilà. Simplement, clairement, enfin, c'était vachement bien ce que dit Vincent, j'ai appris encore plein de trucs. Moi je dis la base c'est le profit, et c'est pour ça que par rapport à ce qui a été dit au tout début en introduction, et c'est intéressant, c'est difficile de faire des propositions aux politiques parce que il faut changer tout le système, quoi. Voilà. Il faut qu'on parte d'un système qui est plus basé que
sur le profit, sur le pognon. C'est pas ça. Il faut qu'on base le système sur la nature, sur l'avenir de la planète. Et donc, ça peut pas. Il faut le transformer, ce système. Voilà. Votre scope a 18 ans. Vincent a commencé en 94. On dit qu'il faut du temps long et en même temps qu'il faut transformer à très court terme. Donc, on a une équation là qui. Moi, je ne sais pas comment on fait. Du coup, Gabriel, je te passe la patate chaude. Parce que le ici et maintenant est une expression voilà, du moment. Avec la coopérative des Oasis. Donc, on se connaît parce qu'on a travaillé ensemble sur un Tour de France. Enfin, moi, j'ai, en tant que journaliste, travaillé sur un Tour de France des écolieux qui a été fait avec les Colibris et la coopérative Oasis l'an dernier. Donc, on a étudié 15 écolieux, mais Gabrielle est un peu la chef de projet sur cette question des écolieux avec la coopérative. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que votre coopérative, est-ce qu'elle peut nous apprendre, en fait, sur ces enjeux qui sont devant nous aujourd'hui? Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, moi je suis aussi très heureuse d'être dans ce milieu de l'ESS par lequel on est arrivé parce que la SIC a été un très bon outil pour nous développer, mais à la base nous on vient de l'écologie et de l'associatif. Donc voilà, je suis très heureuse de vous rencontrer, on commence à frayer notre chemin dans ce milieu-là. On parlait des autres limitations au fait de changement de pratique que les limitations économiques. À titre tout à fait personnel, moi j'ai un moulin à café et du grain et ça m'a posé beaucoup de problèmes avec mes amoureux et je tiens, mais c'est un vrai frein au changement quoi. Donc voilà, bon. C'est une autre histoire. Moi, c'est mes enfants moi qui s'occupent du moulin à café. C'est la galère. Bon. Alors, donc la coopérative Oasis, c'est la structure, c'est le réseau national de tous les écolieux de France. Aujourd'hui, il y en a à peu près 1000 qui existent, qui sont d'une très très grande diversité. Donc, les écolieux, ils ont, pour vous donner une définition rapide, c'est des gens qui décident de se mettre en collectif pour vivre ensemble sur un même lieu et souvent travailler ensemble. Donc, on a un peu eu l'image d'Épinal des années 70, des hippies qui se mettent dans le Larzac. Il y en a encore plein, mais il y a encore plein d'autres façons de vivre et de travailler ensemble. Et aujourd'hui, il y a tout type d'écolieux et qui ont des formes très, très différentes. Ce que je peux vous dire, je peux peut-être vous donner quelques exemples très rapides pour vous donner une idée de la diversité de ce qui existe. Là, comme on est dans une scope de clown, j'ai pensé à un lieu qui s'appelle le Moulinage de Chirol, qui se trouve en Ardèche, qui est un collectif d'artistes, dont des artistes de rue et des clowns, qui se sont réunis pour racheter une ancienne usine monumentale de plus de 3000 m² à l'abandon depuis plus de 20 ans, et ils l'ont rachetée pour la rénover et pour en faire un nouveau lieu d'artisanat, de pratiques culturelles, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple d'oasis d'écolieux. Ils vont vivre aussi sur place. Je pensais aussi, comme on parlait d'ESS, d'économie circulaire, à la ressourcerie du Pont. Ça c'est une ressourcerie, vous connaissez peut-être le principe, on récupère les déchets, on les réhabilite, tu la connais Anne-Sophie, puis on les revend. Ou bien on essaie de les trier. Et donc ça c'est pareil, ils ont racheté une usine de 1500 m². Ils en ont fait une ressourcerie et avec toute cette matière qui est un véritable trésor, ils ont créé un écolieu à côté, un lieu de vie collectif pour plus d'une vingtaine de personnes. Ils ont créé une dizaine d'emplois. Voilà, c'est dans un lieu qui est compliqué en termes d'emploi, qui est le Vigan au cœur des Cévennes. Donc voilà, c'est aussi une oasis. Et puis oui, la ferme légère, ça c'est un lieu plus petit dans le Béarn. Ça c'est un collectif de copains qui ont récupéré une ancienne ferme béarnaise, l'ont réhabilité et ont essayé de mettre en place un mode de vie extrêmement sobre, d'où la ferme légère, quasiment autonome en énergie, qui produisent leurs fruits et légumes, etc. Il y a aussi un boulanger qui est sur place. Bon, voilà. Donc en termes de taille, en termes d'aspect, en termes de sensibilité politique aussi, il y a une très très grande diversité de ces écolieux. Je vous disais qu'il y en avait 1000 dans le réseau aujourd'hui. Ça reste quand même très marginal. Moi, je suis dedans tous les jours, donc j'ai l'impression que c'est énorme, mais c'est quoi? C'est à peine 10 000 personnes, à peine 10 000 hectares. Voilà, c'est encore une marge de la société. Donc, ils inventent, ils expérimentent. C'est hyper dur, mais ce n'est pas encore majoritaire comme mode de vie. Ce que je peux vous dire, c'est que... Donc, c'est marrant parce que je pensais reprendre les deux grands défis pointés par le GIEC en août dernier et puis depuis des années. Et j'allais commencer par le réchauffement climatique. Et c'est dingue, hein? Ouais, je trouve que la transition écologique, c'est sans cesse ouvrir les yeux sur des trucs qui paraissaient normaux depuis longtemps. Ah mais ouais, j'avais pas pensé à ça. Donc je vais commencer par la biodive. En fait, un discours que portent tous ces collectifs et qu'on porte aussi, et qui est un discours qui, je trouve, n'est pas très répandu, c'est le suivant, c'est que le collectif est le moyen, voire la condition, pour adopter un mode de vie écologique.
et que sans collectif, seul ou seul juste avec sa famille, c'est hyper dur de réduire ses émissions carbone, de prendre soin des animaux qui sont autour de chez nous. Et le collectif, c'est une voie royale. Et donc, très rapidement, au niveau de la biodive, on a vu que ces collectifs, ils permettaient de mettre en place, de fédérer des savoir-faire et des énergies pour qu'il y ait plusieurs agriculteurs qui ont des pratiques bio et agroécologiques qui permettent de vivre, parce qu'ils mutualisent les outils, parce qu'ils mutualisent les pratiques. Donc, le collectif, c'est une voie pour développer l'agriculture biologique viable. C'est aussi des groupes qui peuvent acheter des propriétés plus larges, de plusieurs hectares, et les sanctuariser, et replanter des arbres, et replanter des haies, et prendre soin des petites écrevisses qui sont... Voilà. Donc c'est aussi un moyen de prendre soin de territoires beaucoup plus larges que juste le jardin de son pavillon. Y a énormément d'autres choses. C'est aussi le fait de moins artificialiser les terres en récupérant des vieilles baraques qu'on rénove et on se met à 5 foyers dedans. Donc voilà, le collectif, c'est là-dessus, c'est un moyen de vraiment prendre soin du vivant. Et puis pour les émissions carbone, le principe, c'est de mutualiser. Donc tout, alors ça peut aller très loin, jusqu'aux enfants, aux compagnons. Mais enfin, souvent, ils mutualisent juste les voitures, les machines à laver, les chambres d'amis, les ateliers. Et en fait, cette mutualisation-là, elle permet d'émettre moins de carbone, de faire moins de trajets. Il y a un parent quand mène tous les enfants à l'école le matin. Voilà, c'est tout. Il y a une seule voiture qui se déplace. Il y a une seule machine à laver pour 4 foyers. Enfin, voilà, l'équation est simple. On produit moins d'objets, on achète moins d'objets, et puis on utilise moins. L'usage est moindre. Donc voilà. Pour tous ces aspects, il y en a encore plein d'autres. Les collectifs permettent d'inventer des modes de vie plus sobres et franchement assez sympas, assez joyeux, qui sont des renoncements qu'on fait de bon cœur. Il faut y aller. C'est pas évident, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de conflits, mais c'est aussi des lieux de vie où on vit mieux. Il y a plus de bien-être, plus de solidarité, on se connaît, on fait souvent la fête. Voilà. Donc, peut-être pour finir, je pense qu'aussi une des raisons, nous, Carbone 4 a fait un bilan carbone pour nous il y a quelques années en montrant qu'un habitant d'Écolieu émettait 2 fois moins de carbone qu'un Français moyen. Pour la biodive, on est en train d'essayer de mettre en place un indicateur. C'est hyper dur. C'est aussi le réchauffement climatique qui est plus facile à dénommer. Mais bon, on travaille là-dessus, on va trouver. Oui, tout à l'heure, là, les étudiants ils disaient mais comment ça se fait qu'on soit encore les parents pauvres des politiques publiques et de l'argent alors qu'on on met en place des modes de vie et des modes d'action qui sont hyper vertueux. Franchement, c'est une question qu'on continue à se poser, quoi. Le GIEC dit il va falloir massivement réinventer nos modes de vie partout sur la planète. Il y a des super-héros là qui sont complètement esseulés, qui inventent tous les jours des modes de vie profondément différents, profondément vertueux. Et c'est aujourd'hui super dur. C'est super dur parce que le cadre légal n'est pas adapté, parce que les banques financent rien du tout, parce que le cadre normatif n'est pas adapté. Et aujourd'hui, pour monter un écolieu, il faut être comptable, il faut lever des sous, il faut être agriculteur. Faut tout savoir faire soi-même parce qu'on est très très peu aidé. Ça me fait vachement penser, vous savez, dans le Père Noël est une ordure, vous voyez la scène Zézette épouse X, elle dépasse du cadre. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, les écolieux en France, ils ne rentrent pas dans le cadre, ce qui fait que c'est super dur de se développer. Donc je terminerai là-dessus. Nous, on a décidé de monter une structure pour les aider à faire ce que personne d'autre les aidait à faire, et notamment les aider à se financer, parce que c'est encore le nerf de la guerre. Les banques, Oxfam l'a encore montré il n'y a pas très longtemps, les banques financent essentiellement des produits très carbonés, et les collectifs, elles comprennent rien, elles estiment que c'est une perte de temps, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait utiliser un mode coopératif pour essayer de monter en place un réseau à l'échelle nationale qui puisse drainer de l'argent pour pouvoir permettre au lieu de ne plus avoir à passer par les banques. Donc on est allé vers le modèle de la SIC, qui est, je crois, on est labellisé juste, donc on fait partie de l'ESS, qui nous a permis d'avoir plein de collèges qui incluaient les oasis, donc, mais aussi les élus et tous les autres partenaires, les accompagnateurs, je vous passe les détails, et puis les citoyens. Donc les citoyens, en rentrant dans notre SIC, je fais un peu de pub aussi, j'ai pas écrit de livre, mais on a monté une structure, en rentrant dans la SIC, ils placent de l'argent chez nous, donc leur épargne, c'est 1 000 € minimum, vous pouvez mettre autant que vous voulez, et cet argent, quand il est chez nous, on va le prêter à taux zéro aux collectifs qui n'ont pas accès aux prêts bancaires. Donc on a levé depuis 2018 3,5 millions, et on a prêté à une vingtaine de projets. Une fois encore, ça nous paraît énorme, mais c'est rien.
c'est quelques dizaines d'hectares, quelques dizaines de personnes. Donc, il faut continuer à grandir. Et là, l'ESS et la coopération à l'échelle nationale nous a vraiment permis de mettre plein d'acteurs ensemble pour pouvoir continuer à soutenir ces collectifs qui expérimentent, quoi. Voilà, je crois que je peux m'arrêter là. C'est très clair. Merci beaucoup, Gabrielle. Puis j'ai toujours ma montre. Donc, je voulais vous remercier tous les quatre. On n'a pas le temps de faire une séquence de questions-réponses. Puis c'était une plénière de clôture. Donc, c'était aussi un propos qui doit vous faire réfléchir, mouliner et regarder l'avenir. Donc, merci encore. Et je voulais inviter maintenant Makan Fofana. Makan est un artiste qui a suivi tous les échanges du forum ces derniers jours. Chercheur, écrivain, designer, artiste résident à la Gaîté Lyrique. Et donc, vous nous proposez maintenant, à votre manière aussi, un rapport d'étonnement sur votre vision de ce qui a été échangé pendant ces 3 jours. Bonjour. Peut-être n'êtes-vous pas au courant, mais je suis aussi le ministre de la Magie en charge de la banlieue du Turfu. Comment ai-je été nommé? Nous pourrons en parler plus tard. Cela étant, le Turfu est le verlan du terme futur. Ce n'est pas seulement un projet de réparation, mais bien un projet de transition vers d'autres types de civilisations et un désir de monter en humanité. Comme projet d'anticipation, la banlieue du Turfu est une recherche du temps à venir, du temps des grands cycles fondateurs, une épopée cosmique éprouvée dans le présent. Jean-Philippe Cazille raconte et dessine magnifiquement ce cheminement dans la théorie des multirêves. Bienvenue dans la banlieue du Turfu, sans critères discriminants, être un banlieusard ou ne pas l'être. Nous sommes tous à la marge de quelque chose et rarement le centre de tout. Tout comme la Terre est une banlieue de la Voie lactée. La banlieue du futur est à parachever lentement et inlassablement comme le calligraphe japonais, répétant son geste des millions de fois des millions, encore et encore, encore et toujours. Nous avons expliqué, constaté, sociologisé les banlieues. Il s'agit désormais de passer à l'espace suivant, ou peut-être à l'espèce suivante, diront les amateurs de science-fiction, à l'invention d'une nouvelle situation. Cela implique des intuitions, une stratégie et de la persévérance, sauf que pour repenser le monde, pour réinventer le présent, pour actualiser le futur, il faut être capable d'imaginer. Laissez-moi vous raconter un récit non exhaustif de mon expérience de ces 3 jours de forum. Je vais tenter de me faire passeur de monde et traducteur de multiples visions de l'économie sociale et solidaire. Je m'excuse d'avance si je n'ai pas réussi à rendre la complexité de tout ce qui s'est tissé entre nous par l'alcool, le vin et encore l'alcool. Et pour cela, je demande assistance et inspiration auprès de la prophétesse du Turfu, la pitié des banlieues, l'oracle du temple d'Apollon, Attrape. Alors, une prophétesse issue des contes de la Nouvelle-Aquitaine me demande de regarder dans le reflet d'une calebasse africaine emplie d'une eau translucide et décorée de coris blancs laiteux. Je m'étonne de voir que le reflet de voitures. La prophétesse devine mes pensées, mais regarde bien, dit-elle d'une voix apaisante. Des images troublent la pureté de l'eau et laissent place à une vision merveilleuse, celle de Niort métamorphosée dans le Turfu. La femme habitée par une inspiration extraterrestre se met à danser et dit « Là où se trouve l'écologie, là est ton trésor. La société du futur a besoin de ton inspiration. » La Nouvelle-Aquitaine du Turfu est l'annonce prophétique d'un âge d'or à venir. Une proposition de cheminement inspirée par Peter Pan, Alain Rousset, Jérôme Baloge, Jérôme Sadier, Stéphane Montuzet. Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Le monde de demain est le nôtre. La suite dépendra finalement, comme le disait Jean le Baptiste Mougel, de votre puissance de consommer responsable. Alors, puis un portail géant à la sobriété énergétique s'en trouva.
Au milieu de la région semi-autonome se dressaient des remparts de coraux. Quelque part dans la ville de Niort du Turfu, proche d'un château flamboyant, écumant le ciel de son âge doré, se dressent des yogourts recyclés de couleur crème, faits d'excréments humano-végétal. Un globe de cristal est disposé dans chaque territoire. Place du donjon, la médiathèque, la salle du port, le port Boineau. En regardant dans chaque globe, vous voyez une cité verte, des modèles alternatifs de la cité de Niort. Ce sont les formes alternatives que la cité aurait pu prendre si, pour une raison ou pour une autre, les conséquences des visions multiples issues du forum avaient pu émerger, ça et là, dans différents territoires. Dans la Niort du Turfu, j'ai exploré différentes réalités alternatives à travers une télécommande multidimensionnelle reliée à un champignon, pas d'électricité. La sobriété énergétique le veut selon le nouvel évangile du GIEC. Je suis parti à la rencontre des mots et des choses, des fables et des fontaines, s'étalant à perte de vue sur Niort du Turfu. Le premier jour, j'ai rencontré une forêt zombie, le matrimoine, les femmes remarquables du Poitou-Charentes, un son enregistré en Amazonie, restitué dans un espace immersif. J'ai rencontré le Graal, le monde d'après, celui depuis lequel descend le pain et les poissons, la fée Mélusine, le numérique tour, l'héritage des mers, le jeu des 7 familles qui se croisent avec les récits médiévaux et les programmes politiques. J'ai aussi eu la chance de rencontrer un oracle. Mais le second jour, j'ai rencontré les communs. J'ai fait la connaissance d'Alia au bord de l'Estoilette. J'ai fait la connaissance d'Alia au bord de l'Estoilette. J'ai rencontré la R&D sociale, la pluie. J'ai rencontré lors d'une réunion un groupe s'autoproclamant, je cite, le Conseil des vieux cons. J'ai rencontré le fameux pharmacone numérique. J'ai rencontré quelle société veut-on créer ensemble, et notamment le consortium du Moulin du Roc, une société obscure parallèle installée dans le web écologique 4.0 qui souhaite un numérique responsable en piratant l'ennemi commun, le colosse aux pieds de mollusques, le grand capitaine GAFA America. Et enfin, le troisième jour, j'ai rencontré une entité interconnectée à travers un grand arbre culturel commun qui préserve les rêves individuels et les rêves locaux. J'ai rencontré un cabinet de curiosité ambulant, une bouteille de badois se plaignant du bruit des vers de terre. J'ai rencontré un logiciel éco-responsable triste de ne pas trouver l'amour et un sorcier de l'éco-conception créative. J'ai rencontré des espèces trans, un mammouth ressuscité, des mutants communistes, des futurologues, des tiers secrètement inclus. Bref, j'ai rencontré beaucoup de choses. Puis, juste avant d'arriver à l'entrée principale, en passant par le restaurant Cheap Thai Food devant le marché, un homme dit à une dame, « Dame, je peux vous vendre un œuf à 100 € si vous le souhaitez. » Alors qu'un vieil esprit ancestral du Poitou-Charentes vint me voir et demanda une entrevue. « Si je peux me permettre, monsieur, je vous vois prendre des notes depuis quelques jours. Avez-vous pensé à introduire plus de licornes dans les grandes directions de l'ESS ? Merci. » Merci Macan. Merci Macan pour ce rapport d'étonnement. Alors avant de donner la parole à Stéphane Montuzet pour un mot conclusif de ce forum, je voulais vous rappeler que donc, comme on l'a dit, le mois de l'économie sociale et solidaire s'ouvre aujourd'hui ou demain, je ne sais plus exactement, mais il sera conclu donc dans un mois. Et à cette occasion auront lieu à Dijon les 26 et 27 novembre la 6e édition des Journées de l'économie autrement organisées par Alternative économique. Donc voilà, j'imagine que certains d'entre vous seront là-bas. Et Alternative Éco, je n'ai pas du tout d'action dans cette scope, mais publie à cette occasion aussi un numéro spécial sur l'économie autrement. Voilà, donc merci encore. Et donc je propose à Stéphane de nous rejoindre maintenant pour un petit mot de conclusion. Si, vous m'entendez ? Oui, merci. Alors, on ne les a pas applaudis parce que je pense qu'ils le méritent. Même si chacun a fait son placement de produit, c'est pas très grave, ça fait partie du jeu. Et puis,
pour profiter très régulièrement et très souvent des bienfaits des chocolats d'étiquable quand on se retrouve en réunion avec Rémi. Je ne vais pas lui en vouloir pour aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une belle façon de terminer ce forum. J'espère que c'est partagé. D'abord, on est dans un lieu qui je pense, symboliquement, était une bonne chose pour nous de venir ici conclure, parce que, bon, d'abord, il y a l'activité qui est derrière, donc merci à la SCOM Tapes de nous y accueillir. Et puis, bon, c'est quand même, si j'ai bien compris, le Palais mondial. Donc on est en train de prendre la fouille des grandeurs quand même, entre la capitale nationale, la capitale mondiale, le palais mondial. Il faut qu'on fasse un petit peu attention de garder les pieds sur terre. Non, si c'est un lieu intéressant pour conclure, parce que on est vraiment dans un lieu d'éducation populaire. J'ai même cru comprendre que dans le temps, il s'est fomenté quelques révolutions sociales, ou dans tous les cas, il y a eu des réflexions quasi anarchistes qui ont été menées ici. Et je crois qu'on ne rappelle pas assez souvent que l'éducation populaire est un socle nécessaire et indispensable à l'économie sociale et solidaire. On l'oublie, ça fait partie des racines que l'on perd un petit peu trop pour aller peut-être un peu trop vers d'autres, et je crois que c'est intéressant d'y être aujourd'hui. L'autre façon de conclure, c'est la richesse des débats. C'était pour ça que c'était important de vous applaudir. Vous avez rappelé plein de choses essentielles. J'en retiens une, la nécessité du collectif. On est dans une société qui nous individualise et qui volontairement nous individualise. Je crois que c'est une intention volontaire qui est construite et qu'on ne redit pas assez. Donc d'être dans des logiques collectives, alors qui sont évidentes pour l'ESS, mais des évidences qui sont nécessaires de rappeler. Merci de l'avoir rappelé. Et puis j'ai trouvé ça enthousiasmant, Marthe, merci de ton retour de ce qu'ont pu produire les étudiants et les étudiantes. Pour ma part, j'ai trouvé ça assez enthousiasmant, et là aussi encourageant même, et presque rassurant pour l'avenir, que les jeunes générations se posent toutes ces questions-là. 1500 inscrits participantes à ce forum quand même, malgré tout. Donc je crois que ça, là aussi, on peut s'en satisfaire. C'est peut-être pas évident quand on l'a reprogrammé il y a quelques temps, parce qu'on n'était pas sûr tout simplement de pouvoir le tenir en présentiel. On a pu. Je crois qu'il y a une envie, une appétence, et c'est peut-être ça aussi qui a fait son succès. Et si vous pouvez prendre là aussi quelques secondes pour applaudir l'équipe de la CRES, de tous les bénévoles et tous ceux qui ont participé. Merci. Merci pour eux. C'est toujours un exercice très compliqué de logistique derrière. J'ai remercié dans mon discours introductif tous les partenaires qui sont institutionnels, financiers, participants. Je ne vais pas le refaire là, mais ces applaudissements vont aussi un peu vers eux. Mais il y a quand même un travail depuis plusieurs semaines acharné qui, je pense, a fonctionné. J'ai pas j'ai entendu beaucoup de satisfaction. J'ai pas eu de retour majeur, mis à part les petits ajustements de dernière minute. Donc je pense que c'est une bonne chose. Juste pour conclure, je rigolais tout à l'heure en disant capitale nationale, capitale mondiale et ainsi de suite. Mais je crois qu'on a une vraie responsabilité en France, pour nous, acteurs et actrices de l'économie sociale et solidaire, dans les séquences qui viennent. Bon, on a des enjeux nationaux avec la présidentielle, bien évidemment. On a la présidence française de l'Union européenne qui va s'ouvrir. Nous avons le Forum mondial, on l'a dit, et le G7 qui va s'installer sur Bordeaux, donc qui va donner malgré tout une lumière particulière, et puis qui va nous obliger, je pense, à devoir utiliser cette séquence-là pour en faire quelque chose au bénéfice, bien évidemment, de ce que l'on peut faire en France, mais en Europe et dans le monde. Et je crois que ça nous appelle à une vraie responsabilité, et il faudra qu'on regarde les mois qui arrivent, et peut-être même les années qui arrivent, sous ce prisme-là, parce qu'on n'aura peut-être pas... on utilise beaucoup ce terme-là, mais on n'aura peut-être pas une forme d'alignement des planètes de ce type-là tout le temps, et il faut vraiment qu'on saisisse cette occasion. Et pour le coup, on a un déroulé, tu en as rappelé certaines, Marthe, tout à l'heure, mais on a un déroulé de séquences, au moins déjà jusqu'à la fin de l'année. Alors, il y a le mois de l'ESS, bien évidemment, il y a les journées de l'économie autrement à Dijon, je crois que c'est les 26 et 27, mais vous avez tout là finalement. Sur le programme de ce forum. Il y a le congrès le 10 décembre de la République de l'ESS, il y a les 20 ans des SIC, on en a parlé, qui sont le 16 décembre, donc un agenda très chargé. Donc on va pouvoir continuer notre résistance, parce que l'ESS, c'est ça, on propose, on expérimente, on construit, mais je crois qu'on résiste, surtout beaucoup, on essaye du moins, et c'est ça que je nous encourage à faire
toutes et tous. Merci encore beaucoup. Et on peut se libérer parce que les 3 jours ont été denses et je crois que tout le monde est intéressé à rentrer chez soi. Merci encore à toutes et à tous.